Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Al24 News pour ce dernier numéro des Pros de l'écho de l'année. Un numéro que nous consacrerons justement à une rétrospective sur les principaux thèmes abordés par les pros de l'écho, histoire de terminer l'année en beauté. Malgré la crise multidimensionnelle qui a frappé le monde, 2022 aura finalement été une année économique par excellence. Exportation hydrocarbures, énergie, grande zone arabe de libre-échange ou encore financement de l'investissement productif en Algérie. Voici le best-of des pros de l'écho, version 2022. Madame, monsieur, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue sur Al24 News pour ce premier numéro des pros de l'écho. Je suis très heureux de vous accueillir. Un premier numéro donc que nous avons voulu consacrer à la relation économique France-Algérie qui vient de se renforcer après la tenue d'un cinquième comité intergouvernemental de haut niveau, mais également d'un forum bilatéral dédié à la promotion des investissements et qui a connu justement la participation de quelques 50 entreprises, mais également des organismes de promotion des investissements des deux côtés de la Méditerranée. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés ce soir deux fins connaisseurs de l'environnement d'affaires entre l'Algérie et la France. Romain Keraval, bonsoir. Vous êtes directeur général de Business France Algérie. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau des pros de l'écho. Bonsoir, Monsieur Batache. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement présenter Business France Algérie ? Oui, Business France est une agence publique en charge du développement international des entreprises françaises, de l'attractivité de l'économie française et de la promotion des investissements. Très bien. Halim Ammar Khoujab, bonsoir à vous également, bienvenue sur le plateau des pros de l'écho. Vous êtes le directeur adjoint de la CCIAF, autrement dit la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Donc, la CCI algéro-française est une association étrangère de droit algérien agréée par le ministère de l'Intérieur en 2011 et notre rôle, c'est la mise en relation entre entrepreneurs algériens et français. Monsieur Keraval, vous avez pris part avec Business France Algérie aux travaux de ce CIHN, mais également ce forum d'affaires bilatéral. Quelles ont été vos premières impressions ? Absolument, Monsieur Batache. Business France a pris part pleinement, non seulement à ce forum, mais également à son organisation, aux côtés de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Vos deux intervenants dans ce sujet l'ont bien souligné. Kamel Moula, représentant du Conseil du renouveau économique algérien, et Fabrice Le Sachet, représentant du MEDEF international, oui, qui était à nos côtés. C'est un tournant historique entre la France et l'Algérie. Un moment pour consacrer ensemble la vision partagée qui a fait l'objet d'une déclaration conjointe entre nos deux présidents respectifs, M. Abdelmadjid Tebboune et M. Emmanuel Macron, le 27 août dernier, et qui ont convenu, lors d'une déclaration conjointe co-signée, qu'il fallait inscrire les relations économiques françaises et algériennes dans le cadre d'un partenariat économique renouvelé. C'était l'objet de ce forum économique organisé en marge du 5e comité intergouvernemental de haut niveau. Et c'était un moment inédit par sa dimension, son intensité. 500 représentants du secteur public et privé algérien, français, rassemblés tous ensemble pendant un jour et demi afin de discuter des opportunités partenariales, mais également 15 ministres, oui, français, derrière la première ministre, Madame Elisabeth Borne, en Algérie, et leurs homologues algériens. Un grand rendez-vous institutionnel, un grand rendez-vous historique. Et moi, en tant que directeur de Business France, évidemment, positionné en Algérie, je suis extrêmement fier d'avoir contribué activement, participé à cet événement, pour soutenir et inscrire notre action dans le cadre de cette nouvelle page dont nous allons à présent écrire ensemble l'histoire. Voilà. Très bien. Monsieur Ammar Khoujab, un partenariat économique rénové a été proclamé entre l'Algérie et la France. Au-delà des mots demeurants, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Cette 5e édition du CIHN, au-delà des 11 accords et lettres d'intention qui ont été signés, a permis aux deux gouvernements de mettre en exergue l'importance du partenariat productif et de l'investissement direct, créateur de richesses et d'emplois. Et donc, un levier de croissance assez important. Surtout en cette période où l'Algérie s'est lancée
dans un défi de diversification de son économie. Exactement. Pour accroître les exportations hors hydrocarbures, Oui. qui étaient de l'ordre de 4 milliards de dollars, je crois, à Un fin objectif août. de 7 milliards de dollars a été fixé par le gouvernement Effectivement, pour fin 2022. Oui. Donc 4 milliards de dollars à fin août, et c'est une augmentation de 42% par rapport à ce qui a été réalisé l'année dernière. Le partenariat algéro-français renouvelé nous permettra de travailler sereinement sur une complémentarité de nos deux économies. Mais cela passera inexorablement par la refonte du processus de coopération. Cela pourra se traduire par une meilleure structure de nos discours sur le plan économique, d'organisation de plusieurs rencontres à échéance courte, à échéance régulière, pour évaluer et étudier l'état d'avancement des projets secteur par secteur. Mais surtout, mettre l'accent et la priorité sur l'investissement créateur de valeur ajoutée. La relation algéro-française sur le plan économique est importante, la dimension humaine l'est tout autant, mais aujourd'hui, malheureusement, elle est sous-exploitée. Jetons un petit coup d'œil sur l'historique justement de la GESAL. Le débat est donc ouvert et nous allons commencer de suite avec vous, Monsieur Boucha. Commençons justement avec une question primordiale. Quels sont le rôle et la mission de la GESAL et quelles sont ses principales caractéristiques? Merci, bien le bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de présenter le secteur du commerce. Mais avant tout, je tiens à exprimer mon souhait pour que le sommet arabe qui se déroule en ces temps, je tiens à souhaiter la réussite de ce sommet arabe qui va jouer un très grand rôle, surtout dans l'avenir et les échanges intra-arabes. Bon, commençons par, premièrement, pour ce qui est de la GESAL. C'était un documentaire très illustrant. J'ajouterai une chose, que l'objectif principal de cette grande zone arabe de libre-échange est un marché commun arabe, c'est-à-dire 18 pays arabes qui ont signé la convention, qui ont ratifié, qui appliquent le programme exécutif qui est une deuxième étape de la réalisation de cette GZAL, à part la Mauritanie, comme vous l'avez bien indiqué. Oui. C'est un espace économique qui renferme 400 millions de consommateurs, avec 18 pays qui regorgent de moyens et de capacités et de potentialités, alors là, humaines, financières, naturelles, minières. Donc, on voit à peu près le marché que va générer cette GZAL. Mais toujours est-il, il faut passer avant, c'est-à-dire la première étape, c'est la grande zone arabe de libre-échange, c'est-à-dire un marché ou les 10 pays où tout produit censé être arabe circule et s'échange en toute franchise. Et en toute transparence. Et en toute transparence. Quand on dit transparence, on fait référence aux règles d'origine. Exactement. Et aux normes et aux standards. Exactement. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera une union douanière pour arriver à un marché arabe
commun. Commun. C'est l'objectif principal de la GESAL. La GESAL, c'est quoi? C'est un espace arabe où, comme on a dit, les produits arabes s'échangent en toute franchise. C'est-à-dire que et sans qu'il y ait des obstacles. Sans qu'il y ait des obstacles, des barrières non tarifaires. Ça a commencé en 1977, comme vous l'avez bien précis. J'ajouterai deux choses. Que ce travail est fait au niveau d'un hôpital qui s'appelle Beit al-Arab, c'est le CES, c'est le Conseil économique et social. C'est le troisième organisme qui existe au niveau de la Ligue arabe. Parce que la Ligue arabe, il faut le préciser, c'est le sommet, le Conseil des chefs d'État. Et dans la réunion au niveau des hauts responsables a eu lieu aujourd'hui à Alger, rappelons-le. Oui, on a discuté de tout ce qui est le progrès ou Vous y étiez présent d'ailleurs Oui, progrès de la GESAL, où on est, les obstacles que rencontrent les pays arabes dans leurs échanges, pas mal de comment booster cette zone. Le deuxième, c'est le Conseil du ministère des Affaires étrangères qui est un organe. Le troisième, les pays arabes, à travers la Ligue, ont créé ce qu'on appelle un CES, un Conseil économique et social, qui fait en sorte de superviser et de suivre tout ce qui est action économique et sociale arabe. C'est-à-dire c'est lui qui a poussé à signer cette convention que vous avez citée, convention de facilitation et développement des échanges, qui est un cadre juridique. Exactement. Et après qu'il a c'est-à-dire fait voir ses limites, il a procédé, après 5 ans, 6 ans, le Conseil économique et social a procédé à ce qu'on appelle un texte d'application qui s'appelle le programme exécutif, qui était transparent, qui a montré comment les échanges se passeront et avec toute transparence. Pour l'instant, on a réussi, à travers le Conseil économique et social, à instaurer ce qu'on appelle les règles d'origine. Parce que quand on dit libre les échanges, ça ne veut pas dire il y a des standards, il y a des normes. La majorité de ces pays, ces 18 pays, sont des pays qui ont adhéré à l'OMC, qui ont des traités, des conventions avec les pays du monde. Donc, c'est-à-dire, ils ont des normes, ils ont des standards, ils ont même des organes qui protègent leurs consommateurs. Reste que les règles d'origine sont un facteur très très sensible pour lequel on a mis 20 ans et plus de 30 réunions pour arriver à savoir comment conférer l'origine arabe à un produit pour qu'il soit échangé avec franchise. C'est la pierre d'achoppement qui a fait reculer un petit peu, ou là qui a fait peut-être retarder. Très bien. C'est pour ça que l'Algérie tenait toujours à ce qu'on appelle le critère de la transformation suffisante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler ramener des produits d'Asie et de parties et de conditionner. Après, on va faire du. Très bien. Merci. Le débat s'annonce passionnant et on va commencer avec vous, Monsieur Sarraï. Oui. Comment est-ce qu'un investisseur prend la décision d'investir dans un marché quelconque et qu'est-ce qui le motive à le faire justement, exception faite de la notion pertes et profits? Écoutez, d'après notre expérience qui date depuis 36 ans que Algeria International Consult a été créé sur la base d'une expérience internationale et sur demande de la présidente de la République, nous avons réalisé avec un groupe d'experts une centaine, 115 exactement, dont certains ont eu la chance maintenant même d'être ministres dans le gouvernement, même d'être conseillers à la présidence. Nous avons réalisé pas moins de 6650 études d'investissement à travers le territoire national. Le premier objectif que l'investisseur regarde, c'est le marché. Y a-t-il vraiment un marché? Quelles sont les facilités de ce marché? Ensuite, on va un peu plus loin. On va voir les banques, on va voir le problème foncier, n'est-ce pas? La relation avec l'administration, et quelles sont les facilités? Et puis, est-ce qu'il y a aussi, au-delà du consommateur algérien, est-ce qu'il y a une possibilité d'exportation? Tout cela entre en jeu et les ingénieurs, les techniciens, les experts, les bureaux d'études nationaux et étrangers entrent en jeu pour réaliser les études qu'il faut pour démontrer la caractéristique du projet et dire à l'investisseur, faut-il aller
ou ne pas aller ou changer. Souvent, il nous arrive de refuser certains projets parce que nous pensons que ces projets-là ne sont pas rentables ou ne sont pas utiles ou bien ils ne sont pas bons s'agissant de l'environnement, par exemple. Mais d'après notre expérience, il y a eu à peu près 67% de réussite et 23% de déchets. Ces déchets-là proviennent du fait que les banques ne marchent pas toujours, que le foncier, on n'arrive pas toujours à l'avoir dans les délais, que par moment, le financement donc n'est pas suffisant ou la technologie n'est pas maîtrisée. Autre chose que nous avons aussi, durant ces 35 ans, que nous avons remarqué, c'est que les fournisseurs étrangers, dans la plupart des cas, gonflent leurs factures. Et alors, nous avons tissé des points à travers le monde pour faire un contrôle. Quand, par exemple, un opérateur économique demande une facture pro forma, par exemple en Allemagne, nous adressons à l'Espagne, on s'adresse en France, on s'adresse en Chine, et on regarde quels sont les... Oui, on fait des une espèce de benchmark. Oui, pour voir un peu s'il n'y a pas des abus. Donc, l'expérience nous a démontré que l'Algérien veut travailler dès lors qu'il a une liberté d'action, dès lors qu'il est bien reçu dans les banques, dès lors qu'il est bien compris par l'administration fiscale, dès lors qu'il y a une facilité ou des facilitations pour réaliser son projet. Mais maintenant, les choses ont changé. À mon avis, depuis juillet de 2002, tous les ingrédients... 2022, tous les ingrédients positifs pour l'investissement sont maintenant réunis. Un nouveau code des investissements que nous avions d'ailleurs commenté à travers la presse nationale et à travers notamment le forum d'El Moudjahed et à travers certaines, même ici chez vous. Également, le système du foncier qui est en train de se reconstruire, qu'on va reparler, qui se reconstruire, la libéralisation totale des actions, le mouvement réel que nous sommes en train d'enregistrer. Il y a énormément de demandes étrangères, il y a des étrangers qui arrivent, il y a des étrangers qui demandent des renseignements, et c'est une vision c'est le printemps de l'investissement en Algérie depuis juillet dernier parce que, par ailleurs, l'Algérie est un grand pays, c'est un pays sous-continent qui a ses matières premières, qui a surtout sa grande jeunesse, cette jeunesse formidable qui se forme, qui est en train de maîtriser certains secteurs techniques, technologiques, et qui permet donc aux investisseurs étrangers de s'intéresser davantage parce qu'en plus de cela, il y a ce qu'on appelle tous ces moyens de construction d'un projet, c'est-à-dire l'énergie électrique, le gaz, l'eau, la matière première, qui est très très bon marché par rapport à un ensemble de comparaisons que nous avons toujours fait à travers le monde. La dernière remarque, c'est que nous avions établi une liste de milliers d'idées de projets, que nous présentons quand on voit qu'il y a certains investisseurs vraiment qui veulent décider, mais ils n'arrivent pas à se décider, donc on leur soumet un listing de projets et à eux de voir un peu. Et puis ensemble, nous arrivons à choisir 2, 3 ou 4 ou 5 projets pour permettre un choix définitif. Très bien. Amir Lebdewi, je me tourne vers vous. Le point fort de l'Algérie reste son potentiel énergétique. Comment ces secteurs, qui est déjà structuré, qui bénéficie d'un véritable tissu industriel, comment peut-il justement servir les filières hors hydrocarbures dans le volet investissement? Merci pour cette très pertinente question. En effet, il y a des synergies très importantes entre le secteur de l'énergie et la transition énergétique en particulier et le thème du développement industriel et de la diversification des exportations. Par exemple, que ce soit dans les énergies fossiles et les énergies renouvelables. C'est-à-dire, en premier lieu, il existe beaucoup de capacités, que ce soit en infrastructure, en expertise et en technologie dans le secteur des hydrocarbures qui peut être redéployé vers de nouvelles industries, telles que l'hydrogène ou d'autres activités manufacturières, comme par exemple l'utilisation de gaz naturel pour produire de l'hydrogène bleu ou des capacités d'ingénierie chimique pour se lancer dans des activités à long terme. Et également dans les énergies renouvelables, où l'Algérie a un potentiel clair. Je pense que le futur... Notamment en matière de solaire. Exactement, le futur économique et énergétique de l'Algérie est dans les énergies renouvelables. C'est assez clair et net, même si les produits fossiles vont aider au court et moyen terme. Et donc, il y a de grandes perspectives d'industrialisation verte tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, utiliser donc le potentiel solaire, c'est-à-dire produire une énergie qui est peu chère, stable et propre et abondante, pour attirer de l'investissement dans des industries et des services technologiques énergivores, comme la production de l'acier, de l'aluminium, et des services technologiques comme les data centers,
Donc des perspectives s'ouvrent quand on pense à l'énergie au-delà du domaine écologique, mais aussi dans toutes les retombées industrielles qui existent et qui en ce moment sont capturées dans très peu de pays au monde. Messieurs, la transition énergétique en Algérie vers un mix faisant la part belle aux énergies renouvelables, comment ça se présente pour le moment et quelle est votre propre définition de la transition énergétique, Monsieur Yaissi, après Monsieur Delouiche? Je dirais d'abord que ce n'est pas propre à moi, dans le sens où la définition de la transition énergétique telle qu'aujourd'hui elle se profile, c'est de passer d'un modèle de production et de consommation d'une énergie à majorité carbonée vers une énergie la plus décarbonée possible et plus proche qui est en relation directe avec l'environnement. Maintenant, en termes de composition de cette transition énergétique, ou si vous voulez, comment on va y aller, avec quoi, aujourd'hui c'est clair qu'il y aura à peu près 3 composantes. Donc d'abord la composante du gaz naturel. Oui. Et ensuite nous avons la deuxième composante, c'est l'efficacité énergétique. Et puis la troisième, ce sont les énergies renouvelables. Et donc cette définition s'applique à l'Algérie, mais aussi elle s'applique à l'Union européenne, qui est notre voisin le plus proche. Monsieur Delouiche? Donc, en ce qui me concerne, je pense que la transition énergétique consiste à passer à un système énergétique basé sur les énergies fossiles vers un système basé sur des énergies renouvelables. Oui. Et ça intègre aussi l'efficacité énergétique. Et cela dans un souci de durabilité et de protection de l'environnement. Donc, voilà. Donc, en Algérie, on doit avoir notre propre système. Donc, parce que notre production énergétique, elle est basée sur le gaz naturel, donc à 96%. Oui. Donc, l'idée, c'est de remplacer progressivement cette énergie fossile par des énergies renouvelables avec les programmes qui sont en cours. Très bien. Monsieur Yaissi, vous plaidez, quand je dis vous, je parle du cluster que vous dirigez, entre autres, vous plaidez donc depuis longtemps pour que le secteur de l'énergie fasse une place à l'énergie solaire dans le mix énergétique algérien à moyen et long terme. Mais qu'en est-il sur le court terme, justement? Je dirais que sur le court terme, on est un petit peu dans une attente des décisions importantes, par exemple du relance du programme du Solar 1000 MW, oui. Donc, qui avait été déjà initié en décembre 2021, donc bientôt ce sera bientôt 12 décembre 2022, et on est toujours dans une position où le projet n'a pas réellement encore démarré. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment, ça donne aussi, je dirais, une idée brouillée du pays, de l'Algérie, vis-à-vis de l'international et aussi vis-à-vis un peu des investisseurs. Alors, j'aimerais juste rappeler que l'appel d'offres pour la production des 1000 MW dans une première étape a été publié récemment, mais aucune entreprise, malgré que certaines se sont exprimées par rapport à cet appel d'offres, aucune entreprise pour l'instant n'a été sélectionnée. C'est-à-dire que si on reprend un peu la genèse, l'appel d'offres a été annoncé en décembre 2021. Le cahier des charges a été libéré en février 2022. Par la suite, donc, il y a eu un retrait. Beaucoup d'acteurs ont retiré les cahiers des charges. Il y a eu une première date qui était le 30 juin, ensuite, le 30 avril. Ensuite, ça a été reporté au 15 juin. Et le 15 juin, donc, il n'y a pas eu par la suite de nouvelles dates pour recevoir les plis. Donc, il y a eu le changement du gouvernement, plutôt le remaniement du 8 septembre, qui a fait que le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, qui lui était le maître d'ouvrage de ce projet-là, il est récupéré par le ministère de l'Environnement. Malheureusement, c'est-à-dire que si vous prenez les textes, il faut encore du temps pour que un décret va permettre soit au ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables ou bien au ministère de l'Énergie et des Mines de reprendre ce dossier-là pour qu'on, par la suite, Shems puisse encore continuer le processus dans ce domaine-là. Très bien, Monsieur Delouiche, il se trouve qu'un rapport sur le potentiel de l'Algérie en matière d'hydrogène vert a été réalisé en 2022 en partenariat avec le GIZ. Vous y avez d'ailleurs contribué. Quelles ont été ses principales conclusions?
Donc j'ai eu l'opportunité de faire partie du groupe de travail qui a élaboré cette étude exploratoire. Et je peux vous dire que l'Algérie a beaucoup de potentiel, notamment pour l'export. Donc parce que déjà les industries liées à la décarbonisation via l'hydrogène existent en Algérie. Donc on peut déjà, disons, mettre un écosystème en Algérie. Donc l'hydrogène, il est utilisé pour la production d'ammoniac, surtout, et aussi dans la pétrochimie, dans la fabrication d'acier, et donc aussi, bien sûr, dans la mobilité pour décarboniser un peu le secteur du transport. Donc l'Algérie dispose de tous les atouts. Elle est aussi reliée à l'Europe via des pipelines, donc pour le transfert de gaz. Et donc des études montrent qu'on peut transporter une certaine quantité de ce gaz via les pipelines. Donc 4% pour l'instant, mais les progrès continuent à venir. Donc à l'avenir, l'Algérie aura vraiment un rôle important pour décarboniser, disons, l'industrie en Europe. Parce qu'ils ils veulent décarboniser donc le zéro net à l'horizon 2050. Donc ils ont besoin d'importer de l'hydrogène. Sur la 30e foire de la production algérienne, dont ce sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie joue plusieurs cartes gagnantes pour le développement de son économie. La croissance, la conquête des marchés extérieurs, l'émergence d'un produit local compétitif adapté aux normes internationales, ouverture de succursales bancaires et de showrooms dans certains pays africains, notamment au Sénégal, au Niger et en Mauritanie. Ce sont des facteurs importants avec l'intention d'atteindre le volume de 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. La bonne santé économique va permettre à l'Algérie d'adhérer au groupe BRICS au plus vite, soit en 2023, comme l'a manifesté le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de l'inauguration de la 30e foire de la production locale. Cette manifestation constitue une opportunité pour les opérateurs économiques de faire valoir leur savoir-faire dans tous les domaines pour conquérir le marché extérieur, en particulier africain. Dans ce même registre, environ 600 exposants sont appelés à relever le défi pour mener à bon port l'économie algérienne. Si l'Algérie s'apprête à renforcer sa production nationale et satisfaire les besoins du marché local en premier lieu, ce n'est que pour instaurer un véritable modèle économique et passer ensuite à l'exportation de manière décisive et cruciale. Allez, sans plus attendre, place au débat et on va commencer directement avec vous, M. Abdelwahab Ziani. Comment se porte la production nationale au vu du contexte économique très difficile que nous impose le conflit russo-ukrainien ainsi que ses ramifications sur le plan international? Écoutez, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de parler de la production nationale. Plus de 600 exposants au niveau du pavillon national, la SAFEX. Oui. Et la fierté et le fleuron de beaucoup d'entreprises aujourd'hui présentes au salon démontrent la force de la production de l'industrie algérienne. Une chance qui vient d'être donnée pour les industriels, inaugurée par le président de la République. Le feu vert, le signal a été donné. L'année était fructueuse. Nous avons dépassé un chiffre de 7 milliards. Nous arrivons à 8. L'année prochaine, nous espérons arriver à plus de 15 et pourquoi pas plus de 20, etc. Aujourd'hui, je dirais 2 points qui sont essentiels pour nous. Comment booster après cette crise? Nous avons compté sur nous-mêmes. Nous arrivons quand même à satisfaire le marché national et nous allons sur la scène internationale. Bien sûr, nos institutions ont travaillé, à leur tête le président de la République. Premier point, qui était la constitution algérienne, donc qui parle de l'entreprise et qui l'a placée au cœur de l'économie nationale. Deuxième point, c'est justement la loi qui va venir sur l'investissement figé pour 10 ans et qui ne va pas bouger, qui va garantir les investissements pour nous, pour le PP et pour l'étranger. Donc, aujourd'hui, c'est un signal fort qui nous vient de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la porte de l'Europe, mais aussi on va être la porte de l'Afrique. Beaucoup de gens se sont retournés vers l'Algérie. Nous avons fait un benchmarking sur les produits. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie se place parmi les 3 premiers du continent africain. Donc, pourquoi pas aller sur un marché qui est de plus de 1500 milliards d'importations de biens et de services. Monsieur Ziani, produire localement vous permet d'exporter, mais également, dans le même temps, de réduire vos importations. Et au final, on peut dire que c'est la balance commerciale du pays qui se retrouve soulagée, n'est-ce pas ?
Non, bien sûr, la balance commerciale, maintenant, elle commence à aller de l'autre côté. Aujourd'hui, on veut ouvrir des portes parce que la production nationale, on veut ouvrir des chantiers comme les engrais. Oui. Aujourd'hui, les engrais, nous sommes un grand producteur, mais nous sommes encore importateurs et on peut transformer sur place, ouvrir la porte de son attraque pour les produits pétrochimiques parce qu'aujourd'hui, c'est très important de les produire localement et non pas les importer. Aujourd'hui, un pétrole à $100, un bitume à $1000. Donc, il faut maintenant transformer tout sur place. Et on a la capacité, on a l'intelligentsia, les entreprises sont là. Je pense que M. Boulmerka ici, moi je suis aussi membre de l'Annexal depuis très longtemps, un peu plus de 20 ans. On travaille d'arrache-pied pour booster les entreprises à l'export. Je pense qu'il y a aussi un troisième point qui est important, le signal, c'est que nos banques s'installent en Afrique et en Europe. Et on va en parler aujourd'hui. On a 4 capitales, Abidjan, Dakar, Nouakchott et bientôt Bamako. Et ensuite, nous avons Londres, Paris, etc., pour justement assurer les paiements et justement rapatrier nos devises aux maisons mères qui sont en Algérie. Très bien, c'est un peu plus clair. Merci, Monsieur Ziani, pour cette entrée en matière. Monsieur Green, il y a clairement justement une corrélation entre le niveau de production nationale et les exportations en hydrocarbures, entre la satisfaction justement des besoins du marché national et celui de dégager des excédents à l'export dans tous les secteurs. Quelle est la formule magique ou gagnante selon vous? Je pense que la formule magique, c'est-à-dire est axée sur la concurrence et la qualité du produit. Donc il faut développer et soutenir la production et le secteur industriel en Algérie pour couvrir le besoin national et aussi pour préparer les opérateurs à s'orienter vers l'exportation. Aussi, il faut déterminer les capacités de chaque secteur et de définir les obstacles. Les obstacles, si on parle des obstacles, les obstacles qui ont une relation avec le processus de fabrication et de livraison des produits, et aussi de maintenir une mise à niveau des opérateurs dans le marché international. Donc, en général, cette formule magique, si on peut l'adapter et la développer, on peut bien couvrir ce qu'on a, pour couvrir le besoin national et aussi développer nos exportations vers plusieurs pays. C'est logique. Amir Lebdewi, jamais les besoins en financement de la relance économique ne se sont fait sentir comme après la crise Covid justement, mais très peu de bailleurs de fonds malheureusement se trouvaient en situation de pouvoir répondre à ces besoins et c'est pour cela qu'il a fallu d'ailleurs faire appel au quantitative easing dans énormément de pays. Peut-on aujourd'hui considérer justement que la planche à billets, plutôt la planche à billets comme une forme ultime de financer la relance économique au vu de ses effets connus sur l'inflation et sur la hausse de la masse monétaire? Vous avez entièrement raison, Khairuddin. C'est aussi là le paradoxe des crises comme celle de la crise du Covid-19, où c'est là où on a besoin de plus de fonds et de financement pour la relance, mais c'est là où c'est difficile d'obtenir des fonds depuis les bailleurs de fonds à l'échelle internationale. Ouais. Et c'est aussi là où le système monétaire international a été particulièrement décevant et peu adapté à la situation. On l'a bien vu par exemple avec les SDR, les droits de tirage spéciaux du FMI, où au final, ce sont les pays les plus riches qui avaient accès à le plus de fonds pour lancer leur relance et les pays en voie de développement n'avaient pas justement accès à ces fonds alors qu'ils étaient beaucoup plus vulnérables à l'impact de la crise, de cette crise économique mondiale. Et donc c'est là où les fonds de stabilisation fiscale, comme le fonds de régulation de recettes qu'on avait, sont particulièrement utiles. Le fameux FRR, oui. Le fameux FRR. Sauf qu'il a été, comme vous le savez bien, vidé avant même que la crise du Covid s'abatte sur nous. Et là, donc, l'option de quantitative easing que vous avez mentionnée, c'est vrai que c'est une option assez controversée, qui a beaucoup d'implications, comme l'inflation, mais aussi la dévaluation de la monnaie nationale. Oui. Donc, c'est une option à prendre avec beaucoup de précautions. Et juste en parenthèse, la dévaluation de la monnaie nationale n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, il faut l'expliquer, oui. Exactement. Donc, la dévaluation de la monnaie nationale permet de rendre nos exportations
moins cher aux clients externes, donc plus compétitif. Exactement. Donc ça peut être utile quand on a quelque chose à exporter. Oui. Le problème, c'est... D'où l'intérêt de financer justement la relance de la production nationale. Exactement. Donc ce sont des options qui sont assez risquées, et surtout que, bon, il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre d'avancer. Et là, c'est quelque chose qu'il faut encore ajouter, c'est que c'est vraiment dommage, parce que s'il y avait un système monétaire international plus adapté, ça permettrait au pays de moins se focaliser sur les fonds de stabilisation et justement réorienter ces fonds sur l'investissement productif. Oui. Mais il y a quelques raisons de garder espoir, car il y a un mouvement en ce moment qui est en train de se lancer, mené par notamment la première ministre des Barbades, Mia Mottley, oui, qui veut réformer ce système monétaire international et qui a plusieurs alliés autour du monde, afin qu'ils soient plus justes vers les pays en voie de développement et qu'ils puissent se focaliser justement sur leur propre relance économique. Très bien, Abid Lebdewi, Yazid Belmouhoub, même question. Le réseau de financement des investissements dans le monde s'est retrouvé dans une situation plutôt chaotique après la crise Covid. La bourse, elle en est où exactement? Les marchés financiers actuellement, après 2 ans justement de cette crise Covid. Je parle de la bourse en général. Hein. Alors, il faut dire que les bourses, enfin les places boursières ont été très fortement impactées par la crise. On a vu que l'économie mondiale était à l'arrêt. Automatiquement, donc ça a fait un boule de neige et puis ça a créé des déficits de plus en plus importants. Mais là, nous assistons à une relance timide, mais qui est encourageante, bien sûr. On est bien obligé de se relever malgré toutes les contraintes. Ceci dit, pour l'Algérie, si on peut parler de problématiques de financement, c'est que c'est lié d'abord, il faut situer les choses, je pense, dans le contexte. Nous avons une économie de rente, certes, mais qui a toujours été financée par un modèle de financement basé sur l'endettement. Donc c'était soit le trésor public, soit c'est le secteur bancaire public aussi. Et donc cela a créé en fait des mécanismes et des habitudes de financement. Un chef d'entreprise aujourd'hui, lorsqu'il a des projets à financer, soit il fait de l'autofinancement, soit il se dirige vers son banquier. Donc l'idée d'aller vers la bourse n'est pas encore présente. Donc là, on peut parler peut-être d'un facteur culturel qui fait que l'entreprise algérienne ou le chef d'entreprise n'a pas cette culture de s'orienter vers la bourse pour se financer. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu certaines dispositions parfois qui ont créé un effet d'éviction du marché. Oui. Si on parle des crédits de financement, des crédits d'investissement bonifiés. Donc vous savez que durant la période 2000 jusqu'au premier semestre 2014, où l'Algérie a eu une rente exceptionnelle avec des rentrées d'argent importantes, il y avait une surliquidité, il y avait des projets qu'il fallait donc financer. Donc l'État a mis en place des taux sur des crédits d'investissement qui étaient bonifiés. Il est clair que dans ce contexte-là, le chef d'entreprise va aller voir son banquier, il ne viendra jamais en bourse. Donc de ce côté-là, on n'était pas compétitif. Mais là, nous assistons quand même, depuis la chute des prix du pétrole, la liquidité bancaire a été fortement impactée, elle a baissé de plus de 70%. Donc cela nous pousse en fait à chercher un autre modèle de financement. L'autre modèle de financement doit faire appel à tous les acteurs de financement. Hormis les banques qui aujourd'hui continuent de financer et la pression y est sur les banques publiques notamment, parce que la croissance, comme on l'a dit, elle a toujours été financée par ce secteur, à plus de 85 voire 90% des besoins d'économie viennent du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, pour en fait diversifier, il faut mettre un peu plus de temps, mais il est clair que l'orientation des pouvoirs publics, d'abord, de réactiver la bourse, de réactiver les véhicules vers la bourse, et là je parle par exemple des fonds d'investissement. On a vu que par exemple il y a 2 banques, la BNA et la BEA, qui ont créé un fonds d'investissement. Nous avons les FNI, nous avons également aussi des fonds d'investissement de wilaya, la création des nouvelles wilayas, puisqu'on est passé maintenant à 58 wilayas. Il y a eu la création de nouveaux fonds d'investissement de wilaya, pour la plupart d'1 milliard de dinars pour chacun. Oui. Donc ceux-là en fait sont orientés vers des entreprises de financement de PME. Parce qu'il faut parler aussi, lorsqu'on parle de croissance ou de développement économique national, il faut aussi parler du développement au niveau local. Et toute croissance doit venir de cela. L'Algérie étant un pays très grand, diversifié,
Par conséquent, les spécificités d'une région à une autre sont différentes. Oui. Par conséquent, donc un besoin de décentralisation. Décentralisation et des besoins de financement qui sont différents. Les besoins d'un agriculteur sont différents de ceux d'un industriel, d'une entreprise de service. C'est pas faux. Par conséquent, l'État aussi a cette orientation vers l'économie de la connaissance, puisque maintenant il y a un écosystème, qu'on le veuille ou non, qui est en train de se mettre en place, et c'est tant mieux, qui est basé sur c'est-à-dire les startups. Donc c'est l'innovation, qui est l'innovation technologique qui est mise en avant, et c'est ce qui va permettre en fait ça sera la véritable, on va dire, les véritables fers de lance de l'économie de demain pour l'Algérie. Donc, par conséquent, il faut un accompagnement. Ce type d'entreprise, par exemple, si les grandes entreprises, on l'a dit, sont bancables, donc n'ont aucun souci à obtenir des crédits, ce n'est pas le cas des PME, par exemple, qui n'ont pas les garanties suffisantes. On va justement revenir sur les différents mécanismes de financement donc, des PME. C'est de là, je pense qu'aujourd'hui, le rôle des fonds d'investissement, aider les entreprises d'abord à grandir, et puis à les structurer. Il ne faut pas oublier aussi, il y a une question centrale qui est celle de la gouvernance des entreprises. Lorsqu'on prépare des entreprises, lorsqu'un fonds d'investissement s'introduit, il ramène de l'argent, certes, mais il ramène aussi un modèle de gestion. Exactement. Il structure l'entreprise, il met en place les mécanismes de gouvernance qui vont permettre... Ça peut aller jusqu'à de la synergie. Absolument. Et ce type de véhicules, on les appelle les véhicules pour nous, qui vont nous ramener peut-être demain ces entreprises vers la bourse. Donc les mieux structurées pour aller en bourse. Et aujourd'hui aussi, l'État fait des efforts colossaux pour encourager les entreprises à exporter. Et on sait très bien qu'une entreprise, par exemple, cotée en bourse, a plus de chances de pénétrer des marchés à l'international. Madame Ben Youssef, à vos yeux, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui une start-up d'une entreprise classique ? Je rejoins mon confrère sur la définition, justement. Après, on connaît très bien la définition entreprise innovante à croissance rapide. Alors, aujourd'hui, quand on parle de croissance rapide, je reviens sur la durée des 3 ans, puisque chaque start-up, quand on crée par exemple un prototype hautement technologique, la durée est plus importante pour créer la scalabilité. Donc, on a forcément une échelle, on va dire, de 3 ans de normalité. Après, aussi, ce qui différencie aussi la start-up, c'est non seulement l'innovation, mais aussi l'adaptabilité, c'est-à-dire au marché. Comme on a parlé justement, les nouveaux métiers qu'on voit aujourd'hui, c'est des métiers très très importants pour faire évoluer les startups. D'ailleurs, qu'un investisseur nous parle de notre équipe avant tout et de dire quelles sont les spécialités pour savoir si on a l'expertise ou pas sur notre marché. Moi, je vous donne l'exemple, j'ai créé un guide de sortie pour les enfants qui met en relation les parents et les lieux de loisirs. Donc, ça répond à une problématique et c'est justement le rôle d'une start-up sur le marché. Ça veut dire que les parents en Algérie n'avaient pas cette information-là ou des idées pour sortir. Donc moi, je développe un certain marché qui est le marché du loisir en Algérie. Vous répondez clairement via à un la besoin, digital. Voilà. Notre entreprise, alors j'essaie de me faire avocat du diable, une entreprise classique peut aussi répondre à un besoin. Oui. En quoi consiste cette valeur ajoutée par rapport à une start-up ? Tout à fait. Alors la valeur ajoutée, justement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'innovation. Donc pourquoi j'ai innové ? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'arrive via un site internet à viser 500 000 parents en Algérie, par exemple. Donc déjà, je crée un mini-écosystème entre les lieux de loisirs, les nouveaux parcs, les parents, etc. Mais aussi, il y a cette croissance rapide. On parle de chiffre d'affaires aujourd'hui. Quand on parle d'une PME, par exemple, ou d'une entreprise, on voit un taux de croissance, justement, qui, chaque année, pour pas dire qui n'est pas très, très exponentiel. On ne peut pas parler d'exponentiel. La croissance rapide, c'est passer, par exemple, de 500 000 utilisateurs à 1 million, 1,5 million, en gardant la même équipe ou pratiquement les mêmes frais. Donc, c'est ce qui différencie vraiment, vraiment. Très bien. Et cette scalabilité, généralement, c'est l'innovation, justement, et la digitalisation qui la L'aspect qui permet. économie du savoir dans tout cela, elle réside où exactement dans l'activité d'une start-up ? Quand on parle déjà d'innovation, on parle d'économie du savoir. Moi, je pense que ça va de soi entre les deux, puisqu'on doit être non seulement rechercher l'idée innovante, ça c'est très très important, donc on doit faire de la veille, on doit être à l'écoute de notre marché, on doit connaître ce qui se fait à l'international. Donc tout ça, c'est comme si que le porteur d'idées, quand il commence, parce qu'on l'appelle porteur d'idées avant de devenir start-upper et de créer son entité juridique justement, et c'est cette partie-là qui est très très importante justement.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. Les pros de l'écho reviennent dès 2023. Soyez au rendez-vous.